Merci, bonjour à tous. Le plus dur, c'est de commencer. Oui. Après, ça va très bien se passer. On va plus nous arrêter. Mais... Voilà, c'est ça. Mais moi, je dois dire, je suis ravi de cette invitation. Je suis ravi d'être là pour poser des questions à Anne, mais ce n'est pas 40 minutes dont j'aurais besoin, c'est à peu près 4 jours pour aller au fond de cette énigme, de sa peinture. Mais ce n'est pas une énigme qui me déstabilise. Je dirais que, puisque Yannick a dit que je faisais quelque chose à Beaubourg qui s'appelle l'Encyclopédie des guerres, qui est quelque chose à quoi je vais consacrer le reste de mes jours, à raconter une histoire des guerres de l'Iliade à 39-45. C'est pour ça que tes guerres sont souvent ultérieures, mais je découvre très naïvement une chose, c'est que d'abord ça intéresse les femmes, et surtout les femmes parlent beaucoup de guerre, et que dans les familles, c'est quelque chose que vous avez peut-être repéré dans vos propres familles, quand les hommes revenaient de la guerre, souvent ils ne parlaient pas, ou s'ils parlaient de la guerre qu'ils avaient vécue, c'était pour dire qu'en face d'eux, il n'y avait jamais eu d'ennemis. Il y avait eu des pauvres gens comme eux qui avaient été humiliés. Mais que quand les femmes se mettent à parler de la guerre, c'est de génération en génération. Et que souvent, les histoires de guerre dans les familles, ce sont les femmes qui les transportent, comme on dit, transporter l'électricité. Donc on pourrait dire que les hommes font la guerre et les femmes la racontent. Est-ce que tu te retrouves un peu dans cette... Oui, d'une certaine façon. Et ce qui me plaît dans ce que tu rapportes, c'est le côté familial des choses. Parce que finalement, mon travail, là, qui est présent sous vos yeux, s'est déclenché sans que je le décide vraiment. Et bien que j'ai ce parcours que Yannick a rappelé, Sciences Po, l'ENA, ma peinture n'est pas une peinture politique. C'est avant tout, je dirais presque une peinture autobiographique. Donc c'est en ça que je me retrouve dans l'histoire de raconter une histoire familiale, une histoire intime finalement, même si moi-même j'ai pas fait la guerre, par définition. Oui, tout à fait. On pourrait tout d'abord décrire un petit peu la technique qui est la tienne, le choix et l'utilisation de la toile de Jouy en premier lieu, décrire un petit peu ce qui a gouverné ce choix du matériau. Oui. En fait, alors parce que j'imagine, j'ai eu une période où je travaillais vraiment sur de la toile de Jouy que j'achetais au marché Saint-Pierre. C'est vrai que de façon récurrente dans mon travail, il y a toujours eu un mélange de choses très ornementales, très décoratives et de choses violentes. Alors, à un moment, ça a été la porcelaine de Sèvres, aujourd'hui, c'est la toile de Jouy. J'aurais du mal à... Alors, ce qui me vient comme ça en tête, puisqu'on est un peu, des fois, dans ce qui se passe dans ta performance à Beaubourg, dans le chemin, un espèce de chemin comme ça... un peu comme quand on se promène comme ça dans une campagne et puis on s'arrête sur une fleur, sur une pierre, Finalement, je ne sais pas forcément des fois ce qui m'a guidée vers cette toile, mais ça me fait penser à quand j'étais petite dans la maison de famille de mes parents qui est en Auvergne. On avait des espèces de rideaux comme ça très ornementés. C'était des lits clos très traditionnels. Et je me racontais des histoires sur ces espèces de formes qui étaient très décoratives, mais qui, moi, devenaient des espèces de monstres. Ça devenait des chiens, ça devenait des loups. Et la toile de Jouy, comme ça, est un lieu à la fois, symboliquement, on va dire que c'est un espèce de résumé d'une féminité peut-être caricaturale et un peu mièvre. Et peut-être que j'avais envie de griffer, de mettre, de faire basculer dans autre chose. Alors, il y a évidemment très rapidement la question du camouflage. On ne sait plus trop ce qui camoufle quoi dans cette histoire-là, que les scènes dont tu parles, à savoir violentes, en tout cas des descriptions de bataille ou de scènes de guerre, sont masquées ou se dérobent derrière des paysages bucoliques, ou est-ce que c'est plutôt l'inverse? Je ne sais pas comment tu envisages la chose. Alors ça, j'arrive pas à le dire, parce que c'est vrai que ça, c'est le peintre qui se fait des reproches. C'est vrai que ce qui me fascine en peinture, c'est là, les gens, il n'y a peut-être pas beaucoup de mansoniens dans la salle, mais quand on se balade en forêt, ce qui me fascine, c'est la petite trouée qu'il y a dans la forêt, qu'on trouve dans les tableaux de Watteau, par exemple. Alors, je cherche infiniment cette trouée. Je ne pense pas y arriver encore. C'est une des choses qui m'échappent complètement. Et je pense avoir... Enfin, là, c'est des commentaires de peintre sur sa peinture, une peinture que moi, je trouve encore trop plate. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre du papier peint, de la fresque,
et le devant-derrière, qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est en avant, n'est pas encore assez abouti pour moi. Voilà. Donc, et quand on s'est rencontrés à ton atelier, moi je disais les hommes de guerre rentrent dans la toile de Jouy, et toi tu m'as dit non, moi j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. Donc je suis peut-être pas la mieux placée pour le dire finalement. Je suis désolé, je voulais juste revenir un petit peu en arrière. C'est un entretien très décousu, mais plutôt, on va essayer de le rendre un peu vivant. Mais parce que Jannick a employé ce terme de déstabilisant quant à l'idée ou la perception qu'on peut avoir d'une femme peignant des scènes de guerre. Et je voulais savoir si tu partageais ce point de vue ou si tu, d'après les échos de gens plus ou moins proches qui commentent ou voient ta peinture, tu as l'impression de gens qui sont troublés, voire choqués par le fait qu'une femme choisisse ce type de sujet. En l'occurrence, les gens sont souvent peuvent être séduits, mais c'est vrai que les gens souvent me voient physiquement. Enfin, là, les premières choses qui me viennent à l'esprit, c'est que les gens me voient plutôt petite, pas imposante physiquement, et se disent ah déjà c'est des grandes toiles et c'est des sujets très violents. Comment et d'une certaine façon, je pense que souvent alors là, je ne mets pas de l'eau à mon moulin, mais je me dis qu'une bonne œuvre, en tout cas une œuvre sincère, et une œuvre qui ressemble à la personne. Il y a une espèce de ressemblance qui... Enfin là, je dérive peut-être un peu de ta question, mais c'est vrai que les gens n'attendent pas qu'une femme peigne sur la guerre, sont un peu dérangés par cet intérêt qui... Alors là, pour le coup, c'est vrai pour moi, il le serait peut-être d'un homme aussi, hein, mais c'est vrai on pourrait critiquer dans mon travail une espèce d'esthétisation de la violence. Et c'est vrai qu'au début, je disais que mon travail n'était pas un travail politique ou moraliste. Et c'est vrai que le thème des guerriers, le thème des hommes comme ça, pour moi est un thème, oui, que je peux dire érotique. C'est vraiment comme... Il y a des peintres qui ont peint des femmes nues, des Vénus à longueur de temps, de façon peut-être libidineuse, hein, ou pas. Moi, c'est vrai que c'est... Finalement, au fond, ça n'est quand même qu'un prétexte. Ce qui m'intéresse, c'est la peinture, c'est la composition, les couleurs, les superpositions de matière. Mais on a quand même besoin, au début, quand on commence une toile, de peindre quelque chose qui nous excite, d'une façon qui donne envie de dépasser le côté fastidieux que peut avoir la peinture aussi. On peut s'ennuyer aussi dans un atelier à certains moments. Et ces hommes à la fois puissants et un peu dérisoires, et je pense au fiasco dont tu as parlé récemment, qui était une des clés d'entrée de l'encyclopédie des guerres, et quelque chose qui me fascine absolument. Donc est-ce qu'on pourrait... c'est toujours intéressant d'essayer d'en arriver à la dénomination, à la désignation d'une obsession. Qu'est-ce qui est premier ? Est-ce que toi, tu es capable de mettre un mot ? Toi, tu commençais à répondre d'une certaine manière à cette question. Donc ça ne serait pas la guerre. La guerre serait un décor, plus ou moins théâtral, plus ou moins... Mais au cœur de cette guerre, c'est l'homme. Oui, je dirais que c'est plutôt un monde d'hommes avec des codes très, très marqués. C'est vrai que la Légion, qui a été là, il y a cette série que j'appelle les Légionnaires, même si après chacun a son nom, ces mondes d'hommes comme ça, très caricaturaux, où les femmes ont très peu de place, où il y a des valeurs qui sont presque grossières, j'allais dire, hein, de courage, d'entraide, avec la façon dont ils parlent le français, beaucoup étant d'origine étrangère. Ces mondes d'hommes, il y a eu un moment, c'est des gens que j'ai rencontrés comme ça, comme ce qu'on appelle les compagnons du devoir, comme ça, ces hommes qui partent sur les routes, qui ne se marient pas et qui restent dans leur petit monde comme ça. Et c'est vrai que d'une certaine façon, le parcours que j'ai eu avant, même si je pense que beaucoup de femmes font l'ENA, mais c'est en ce sens-là que ma peinture est peut-être un peu autobiographique. Je suis une fille, maintenant une femme. On attendait un garçon. Enfin, je fais de la psychologie de bazar, mais finalement, en allant aux choses les plus simples, on dit souvent la vérité. Et je suis une fille qui regarde le monde des garçons avec envie. Je regarde les jouets des garçons en me disant oh, c'est beaucoup plus amusant que nos jouets. Est-ce que ces hommes qui sont au centre de l'obsession, de la toile, donc, ont
ont un versant héroïque. Est-ce que tu les envisages aussi avec cette caractéristique-là du sacrifice et de l'héroïsme? Ou est-ce que ce sont plutôt des combattus? On parlait un petit peu tout à l'heure d'une notion qui m'intéresse beaucoup, le fait qu'on parle toujours de combattants, d'anciens combattants, de gens qui se battent, et qu'il n'y a pas d'usage dans le lexique français de place pour un vocable qui serait combattu, les combattus. Tous les combattants sont des combattus à un moment donné. Et est-ce que tu les vois, ces hommes, comme des combattants ou des combattus? Au fond, je les vois quand même plutôt comme des combattus. Déjà, là, par exemple, je reprends toujours l'exemple des légionnaires, là, qui est le premier début de mon travail. Enfin, ça a vraiment été le début de ce travail-là qui m'obsède. Hein, on parlait d'obsession. C'est des poupées de chiffon. Ils sont traités, bien sûr, c'est des hommes a priori très virils. C'est l'archétype de la virilité. Et en l'occurrence, ils sont traités comme une dentelle. On parle de guerre en dentelle. Ce qui est toujours présent dans mon travail, c'est vraiment de rapprocher des choses qui crissent, hein, ultra-puissance, une certaine, quelque chose d'un certain désarroi. Donc finalement, je les vois plutôt comme des combattus. Ouais. Parce qu'il y a un autre exemple qui me vient à l'esprit, et c'est un souvenir littéraire pour le coup. C'est dans l'Iliade d'Homère, il y a un chant qui est consacré aux armes d'Achille. Achille boude, Achille fait la tête. Et à un moment donné, Hector abat Patrocle, qui est son ami et qui porte ses armes. Et donc il n'a plus d'armes pour retourner au combat, et Héphaïstos lui confectionne de nouvelles armes, dont un nouveau bouclier. Ce bouclier d'Achille, dans l'Iliade, nécessite à Homère à peu près 4 pages pour sa description. Et là, ce qui est représenté par le dieu des forges sur le nouveau bouclier d'Achille, c'est le monde entier. Qui sont représentés 2 villes, une en paix, une en guerre, les moutons, les troupeaux, les vergers, ces paysages qui entourent ces soldats qui sont sur tes toiles. Et je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi Achille avait besoin du monde entier représenté sur son bouclier pour combattre, parce qu'il sait que sa vie sera courte mais glorieuse, et parce qu'il veut qu'elle soit glorieuse, et il veut qu'il y ait des témoins de ses actes de bravoure, et il doit combattre devant ce monde entier qui est représenté sur son... Il est au centre du monde, au centre de l'arène. Et il y a quelque chose de cette nature-là dans ces tableaux. L'idée que ces hommes se battent, en effet, mais autour d'eux en sont témoins tous les phénomènes naturels, les petits bergers, les petits amoureux. Voilà, ça m'évoque ça, très concrètement. Et il y a eu beaucoup de représentations après coup de ce bouclier qui n'avait que description que littéraire jusque-là. Et j'ai l'impression d'avoir des boucliers d'Achille sous les yeux. C'est un beau compliment. Là, ça me fait penser à une... Finalement, je m'éloigne un petit peu de ma peinture, mais il y a en ce moment où c'est à la Maison de la Photographie une exposition sur les photos de guerre. Ça s'appelle « À l'ombre de la guerre ». Et ce qui m'a frappé, c'est que souvent les photos les plus bouleversantes n'étaient pas du tout des photos de combat ou des photos... montrant la guerre. D'ailleurs, l'exposition que tu présentes en ce moment au bal, c'est des paysages où il n'y a pas de combattants. Et il y a une photo, moi, qui m'a absolument pétrifiée là, dans ces photos, qui sont des photos vraiment... il y a des photos de Capa, enfin, c'est vraiment des photos iconiques, hein, mais il y en a une qui ne l'est pas, mais moi, qui m'a stupéfiée, et qui était une photo familiale. Il se trouve que c'est une photo qui avait un lien avec la guerre de Bosnie, qui me tient à cœur, hein, puisque mon mari vient de Sarajevo et a combattu. C'était une photo de famille, justement, avec une petite maison, le chien, un petit jardinet. Et au début, je ne l'ai pas comprise, cette photo. Il y avait les corps et les visages étaient... Il y avait des aides, des espèces de grands aides blancs sur les visages. Et en fait, cette photo, c'était une photo qui avait été ramassée par les attaquants. Ils avaient dû tuer les gens de cette famille. Et en plus, ils s'étaient saisis des photos pour effacer les visages. Et c'était, mais on peut pas aller plus loin, quoi. Et c'est vrai que dans ma peinture, c'est vrai que il n'y a rien d'aussi terrifiant que cette photo finalement. Mais dans ma peinture, j'essaie justement de dire, peut-être par ces fonds, ou fond ou devant, de paysages que
La vie continue, la vie est là malgré tout. Et je l'ai senti en parlant avec Boris, c'est-à-dire que la vie continuait à Sarajevo. Les gens étaient très heureux à ces moments-là également. Et c'est de là aussi dont vient le titre de l'exposition, « Que la guerre est jolie ». On se doute bien que la guerre n'est pas jolie, mais la guerre, c'est des moments où la croûte sociale s'effondre. Les gens sont obligés d'aller à l'essentiel. Et souvent, même je crois qu'à Sarajevo, des amis de Boris disent pas le bon temps de la guerre, mais des fois la vie est presque plus violente ici. Et on est plus combattu ici, on n'est pas combattant, mais on est encore plus combattu dans les sociétés dans lesquelles on vit. Et quand tu dis qu'il n'y a pas de choses aussi terrifiantes dans tes tableaux que cette photo que tu décrivais, j'aimerais savoir dans quel état d'esprit tu es quand tu peins. Est-ce que cet état d'esprit est variable, d'abord ? Et est-ce que tu as l'impression à chaque fois d'exorciser des démons, ou de retranscrire un cauchemar, ou de rendre hommage ? Voilà, qu'est-ce qui te gouverne intellectuellement et moralement quand tu peins ? C'est difficile à dire. Ouais. Ouais. Il y a quand même une jubilation, je dirais. Alors ça me prend souvent 5 heures de l'après-midi et je mets de la musique pop, Aerosmith, Queen, Michael Jackson, et je danse comme une possédée devant mes tableaux. Je pense dire vraiment, elle est complètement folle. Mais il y a une jubilation que je retrouve d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup frappée et je me suis sentie beaucoup d'affinité avec ta recherche, c'est les séances commencent par un jeu vidéo avec une musique très rock. Et il y a quelque chose, et je me rappelle, tu avais fait une intervention sur Claude François, tu avais fait une intervention aussi sur un film sur le roi Arthur, comment s'appelait ce film sur le film Excalibur de John Borman. Voilà. Et c'est bizarre, mais il y a ce côté comme ça peut-être cette jubilation, on peut la sentir dans les couleurs qui sont joyeuses, qui sont très vives, non mélangées. Il y a quelque chose peut-être de retranscrire ce que les gens vivent dans la guerre, c'est-à-dire d'être dans un état d'excitation, pas d'abattement. Alors, à propos des paysages, j'y reviens parce que ça me trouble beaucoup dans tes toiles. Il y a l'hypothèse que, en effet, la guerre soit plus parfaitement incarnée par ces paysages a priori neutres que par les corps des combattants. Cette idée que, et là, ça renvoie plutôt à un décor genre Dino Buzzati, le désert des Tartares, cette idée d'un homme qui attend la guerre toute sa vie et qui contemple un désert qui finit par incarner la guerre. Et c'est une scène de théâtre qui n'est jamais occupée, puisque jamais, à aucun moment dans cette vie, la guerre ne se déploie, n'arrive à lui. Et pourtant, il prend l'habitude, sa vie entière, de voir dans ce paysage la promesse d'une guerre. Et, on appelle ça, il y a un terme assez rare en français, on dit belligène, que des territoires, des paysages est une caractéristique belligène. C'est un monsieur qui s'appelle Gaston Boutoul, en 1946, qui imagine ce mot-là pour désigner en effet des territoires ou des endroits qui géographiquement seraient à même de produire d'eux-mêmes du conflit, de la bataille. Donc c'est des frontières, évidemment, c'est des zones où on arrive à les repérer. Et il y a quelque chose dans ces paysages très naïfs, très mignards des toiles de Jouy, comme la promesse très maléfique d'une guerre. Mais encore une fois, autant dans ces paysages que dans les soldats eux-mêmes. Oui, d'une certaine façon, c'est trop beau pour être vrai, quoi. J'ai l'impression que ces paysages qui sont très fantaisistes, puisque souvent, ce qui m'a intéressé aussi dans la toile de Jouy, c'est les disproportions. L'échelle n'est pas respectée. Et dans mes tableaux, l'échelle des valeurs, l'échelle des tailles n'est pas respectée. Ça me fait penser, ce que tu rapportes me fait penser à une promenade qu'on a fait à Sarajevo il y a 2 ou 3 ans. On reste dans Sarajevo. Sarajevo, c'est une ville dans une cuvette, et puis il y a les montagnes autour. Et avec un des amis de Boris, on a pris les voitures avec les enfants, on est parti comme ça aux alentours. Alors il y a encore quelques bâtiments calcinés, mais finalement on ne voit plus tellement les traces, et on a envie de se promener dans ces paysages. C'est des forêts,
des endroits avec ces tables en X comme ça, qu'on connaît bien ici, où on peut aller pique-niquer. Et en fait, on ne peut pratiquement pas sortir de quelques mètres. Et il faut regarder les enfants sans arrêt pour éviter qu'ils aillent se perdre justement dans ces lieux-là. Et c'est le côté comme ça, la toile de Jouy en est un résumé un peu exacerbé, d'endroits comme ça. Je pense à un film de... je me trompe toujours, c'est La Ligne Verte ou La Ligne Rouge. Tu dois connaître le nom de ce cinéaste, on en avait parlé. Oui, La Ligne Rouge de Malick. Oui, voilà, Terrence Malick. Et ce qui est très frappant dans ce film, c'est les hommes sont là, et puis il y a une nature luxuriante autour, les animaux sont là, les perroquets, des espèces de lianes, et tout continue à vivre d'une façon arrogante. Et c'est énervant. C'est très énervant. Tu pourrais te dire quelques mots du caractère anachronique de certaines de tes représentations, anachronisme par rapport au titre souvent. Oui. Je crois qu'un tableau d'E-Day qui renverrait a priori au débarquement en Normandie, ils sont représentés plutôt des soldats du Vietnam. Le fait qu'il y ait une espèce de figure de soldat comme ça, intemporelle, et en même temps centré sur quelques figures. C'est un peu compliqué de voir comment tu vas chercher tes modèles, en fin de compte. Oui. Je pense que c'est un support iconographique. Oui, tout à fait. Voilà, oui. Un peu aléatoire. Totalement, oui. C'est très aléatoire. Alors c'est vrai que j'ai un goût pour... je me laisse aller, on va dire. Je laisse les... je pense à cette chanson... cheval de son de je sais pas quoi, enfin ce que font les enfants d'enfiler des perles un petit peu. Et donc sur des choses graves finalement, je saisis ces images et je les mélange comme ça, en pensant qu'au fond, mon cerveau, mais le cerveau de chacun, qu'il y a une logique interne et qu'on sait bien ce qu'on fait et qu'on fait bien de faire comme ça. C'est aussi peut-être l'envie de dire que justement, il n'y a pas d'échelle de temps, tout se mélange, c'est toujours un peu la même histoire. Ce que je ressens d'ailleurs dans ton travail dans l'Encyclopédie des guerres, où les références sont mélangées, les époques sont mélangées, et ces anachronismes, moi, c'est quelque chose de très important pour moi, c'est pour dire que voilà, l'histoire continue, se répète, et que... mon regard est vraiment le regard d'un spectateur dégagé. Il y a juste cette toile qui évoque l'iconographie classique de la Saint-Barthélemy. Oui. Et, est-ce qu'elle faisait partie d'une série plus vaste, ou est-ce qu'elle est juste un point de départ à partir duquel se déploient les autres séries? Ça a été c'est une série vraiment plus ancienne, qui a au moins 5 ans d'écart avec les Légionnaires. En l'occurrence, j'ai eu envie de la mettre dans l'exposition parce que finalement c'est une guerre civile, mais une guerre fratricide, mais c'est une guerre. Et puis là pour la monochromie qu'on retrouve après, qui se suit, et pour le mélange d'aspects cruels, les gens passent par les fenêtres, et puis de décors, puisqu'on retrouve ces espèces de je trouve plus le mot, mais de langues baroques comme ça, qui en fait sont vraiment des damas traditionnels. Et aussi par les anachronismes, puisqu'on trouve des personnages de jeux vidéo qui... En fait, c'est des personnages de jeux vidéo qui débarquent Gaspard de Coligny, plus que les reîtres de l'époque. Est-ce que c'est posé à toi, à un moment donné, ou de manière continue, la question de la légitimité ? C'est une question qui m'obsède énormément, donc c'est à titre très fraternel que je te lance la question. Moi, j'ai eu très très peur de ça, j'ai toujours peur de ça, l'idée de parler d'un... Moi, je n'ai même pas fait mon service militaire, je n'ai jamais tenu une arme de ma vie, je ne connais même pas les grades de l'armée française. Et je me suis dit, à Beaubourg comme à Reims, puisque je le fais aussi à Reims très très touché par l'histoire des 2 dernières guerres mondiales, il y aura sûrement un moment quelqu'un qui a souffert de la guerre, d'une manière ou d'une autre, et qui se lèvera et qui m'insultera en me disant « Mais qui es-tu, Blanc-Bec, pour parler d'une chose que tu ne connais pas ?» Ce que j'aurais parfaitement accepté, j'aurais eu très peu d'arguments si la chose était advenue. Et est-ce que toi, c'est une question qui t'a
empêché, handicapé ou excité au contraire? C'est vrai que c'est une question que je me pose. Je me dis le jour où ce travail va être présenté à Sarajevo, par exemple, même le titre de l'exposition, parce que finalement, parfois c'est les couleurs qui l'emportent dans mon travail plus que, alors que le titre est très. Est-ce qu'on peut dire que la guerre est jolie à Sarajevo? Là, j'ai pas encore répondu à la question. Mais c'est vrai que là, j'ai pas vraiment répondu à la question. C'est vrai que j'ai, allez, est-ce qu'on peut dire l'alibi de mon mari? Mais je voulais en venir à ça. C'est cette idée que puisque tu J'allais t'es dire, permis d'en parler, oui. donc est-ce que le regard qu'il porte sur ces toiles est un regard rassurant, qui te confirme dans ton obsession, Oui. ou c'est un regard très sceptique quand tu as l'image que tu donnes de la guerre qu'il a vécue lui? Je me tourne vers lui. Je ne sais pas quoi répondre. Mais c'est vrai que ma position, le fait que lui ait combattu et sache finalement dans sa chair de ce que ça veut dire, et que je sois si proche de lui, fait que je me suis donné le droit de parler de ça. Et le fait que je sois aussi une femme fait que je ne fais pas partie, enfin, je me sens comme faisant pas partie de ce monde des hommes et je ne fais que le regarder. Et d'une façon... et je me dis j'imagine un ancien combattant ne peut pas venir me dire « vous n'avez pas fait votre service militaire », par exemple. Enfin, très trivialement, on peut pas je ne fais pas partie du jeu. Donc, d'une certaine façon, je peux le commenter, je peux... Enfin, c'est comme ça que j'ai évacué la question. Mais c'est bien, ouais, c'est pas mal. Tu as commencé à peindre il y a une dizaine d'années. Est-ce que cette obsession, si c'en est vraiment une, elle devait préexister à cette pratique picturale, comment se manifestait-elle? À travers un goût particulier pour, je ne sais pas, en tant que spectatrice pour des films de guerre ou lectrice d'ouvrages traitant de ce sujet-là, ou d'autres manières, ou pas du tout? Ou est-ce que c'est une espèce de clairière, tu prenais l'exemple de la clairière dans la forêt, qui s'est ouverte à toi plus tardivement? C'est vrai que j'ai eu un parcours assez tortueux. Juste avant de finalement rentrer dans des études très traditionnelles, j'ai eu envie de faire les beaux-arts. Et puis, ça s'est pas fait. Pour plein de raisons. Et à ma sortie de l'ENA, je me suis replongée dans le dessin, dans la peinture, qui ont toujours été très présentes. C'est vrai que finalement, la guerre est, disons, une forme extrême. Tout mon travail depuis le début, depuis une dizaine d'années, tourne autour soit d'héroïsme, on va dire. Au début, je peignais beaucoup de sujets historiques, des capes de Richelieu, enfin, des représentations très extrêmes du pouvoir. J'ai eu une grande exposition avec les Archives nationales aussi. On était dans la thématique du pouvoir. Et là, j'arrive au thème de la guerre, mais qui est presque plus le thème de la force, d'une force un peu caricaturale, toujours allié à des choses très féminines, ornementales. Et donc, ça a toujours été quelque chose c'est vraiment un fil directeur. Les jeux vidéo, les combattants des jeux vidéo, les sauts de cire, les Marie-Antoinette coupées en morceaux. Enfin, on est toujours dans une représentation d'une certaine forme de force ou de personnages héroïques qui sont... on peut qualifier ça une certaine manifestation de force qui me fascine et qui explique le parcours d'études que j'ai pu faire, où j'avais une fascination pour le parcours de Napoléon, enfin comme plein de zozos qui ont fait l'ENA. Mais je pense que c'est une école qui attire effectivement des gens qui aspirent à un certain héroïsme. Après, ils deviennent chefs de bureau, ça c'est beaucoup moins héroïque, mais où ils deviennent Dominique de Villepin, et puis ils se racontent plein d'histoires, et puis des fois ils font des discours à la tribune de l'ONU, et puis des fois non. C'est une question un peu à côté de la plaque, parce que tu as répondu, mais je pense néanmoins à des figures héroïques
féminines dans l'histoire des guerres, et il y en a eu beaucoup. Je pense à quelques tireuses d'élite de l'armée rouge pour la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a jamais eu la tentation comme ça. Il n'y a aucune femme, aucune figure féminine qui un jour a frappé à la porte de l'inspiration pour être représentée. J'essaie de réfléchir. Non. C'est terrible. Non. Bien, je vous remercie l'un et l'autre de cet échange qui a été mené avec beaucoup d'émotion par certains moments, et je pense que nous avons bien compris quelles étaient les motivations de l'artiste sur ce thème. Donc la parole va être donnée, à la salle. S'il y a des questions, oui, bon. D'abord, merci à Yannick Géhin, Anne Cédric et Jean-Yves Jouanet. C'est une très très belle exposition, très forte. Merci. Tout simplement, je vais essayer d'être le plus court possible. En faisant le chemin de spectateurs, je me suis rendu compte qu'il y avait un enchaînement d'étoiles, moi qui m'a ramené, outre la qualité de la contemplation. Alors tout d'abord, premièrement, cette articulation entre l'ornemental, ce dont Jean-Yves Jouanet a parlé, l'ornemental et je dirais la scène de guerre ou la scène d'héroïsme ou d'anti-héroïsme qui va de l'arrière à l'avant. Alors déjà ça m'a beaucoup frappé parce que on pourrait tout à fait relire l'histoire de l'art à partir de ça. L'ornement vient toujours cacher le crime ou vient le dévoiler. Et vous reprenez ce fil-là. J'ai trouvé tout à fait ajusté de commencer le parcours par le massacre de la Saint-Barthélemy. Personnellement, ça m'a ramené à cette identité du fait que même les grandes guerres mondiales sont, d'un certain point de vue, des guerres civiles. Et concernant cette question du combattant combattu, ça m'a ramené directement à de la mémoire biographique qui est hantée par la traversée des guerres. Je dirais même, en ce qui concerne ma famille, depuis 1870. Et les traces sont multiples dans l'histoire familiale. Et je me suis remémoré les paravents en toile de Jouy que ma grand-mère plaçait, elle-même victime de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, il y a eu un dialogue avec mon intimité. Vous parliez, Anne, de l'intimité profonde du travail. Alors évidemment, Jean-Yves Jouanet parlait de la légitimité du témoin. De toute façon, le témoin, foncièrement, il n'est jamais légitime au sens où la société ne reconnaît pas assez l'éthique de la parole. Le jour où ça sera suffisant, on ne discutera pas la place du témoin. Voilà, tout simplement. Moi, je suis renvoyé par votre œuvre à de l'intime. Et effectivement, de la mémoire de guerre dans ma famille, ce sont les femmes qui l'ont transmise. Pourquoi ? Parce que les hommes, soit ils ont été littéralement... ils sont morts, soit leurs facultés psychiques et physiques ont été très gravement altérées. Et pour les hommes qui sont restés, la loi du silence a prévalu. La seule femme, les deux seules femmes qui ont parlé de la question du combattu, du combattant, ce sont mes deux grands-mères. Voilà. Puis pour finir, moi ça m'a beaucoup ému à votre exposition profondément. Il faut quand même se rendre compte que le drame historique dont nous sommes tous le porteur, il a commencé en juillet 1914 à Sarajevo et il s'est réouvert pendant cette guerre à laquelle votre mari a participé, si on peut dire ça comme ça. Bravo, et merci, tout simplement. C'est très touchant. Alors je dévoile notre conversation du déjeuner, parce que j'ai dit à Boris, mais il faudra que tu parles de ton expérience. Et il m'a dit non. Et Boris parle très peu de la guerre. Les gens souvent l'interrogent, mais il en parle très peu. Même à moi, il m'en a pas parlé. Je l'ai pas interrogé d'ailleurs. Et là, ce midi, il m'a dit non, moi je n'en parlerai pas. Et dans la salle, il y a ma belle-sœur qui est là, qui s'appelle Sania, qui est une grande journaliste, effectivement, qui prend souvent la parole sur des sujets de guerre. Mais il m'a dit, le réflexe de Boris, ça a été de me dire, c'est Sania qui en parlera. Donc c'est la femme qui en parlera. Voilà. Je ne sais pas si on en parlera, mais disons que ça illustre ce que vous nous avez expliqué et ce que disait Jean-Yves, c'est que c'est les femmes qui en parlent plus que les hommes. Il y a
dans Jacques Lacan 2 phrases que j'ai toujours trouvées extrêmement ésotériques. Et il dit « La langue paternelle est la langue de l'autorité quand la langue de la mère est la langue de la guerre ». Mais on peut l'interpréter comme ce que vous venez de dire. Oui, donc je vais vous demander de bien vouloir excuser Madame Duponchel qui doit nous quitter. Et je la remercie beaucoup, c'est grâce à elle que nous avons pu organiser donc, cette réunion. Je lui donne la parole. Merci. Voilà, oui, on va être obligé de vous quitter avec beaucoup de regrets. Je n'ai pas pu être là non plus le soir où il y a eu le vernissage de cette exposition. J'en étais vraiment désolée. Obligée de rester jusqu'au bout au Conseil régional. On avait un débat énorme sur justement des projets qui s'approchaient un peu de ça. Oui. C'était comment sortons du nucléaire, voilà. Il y avait donc, de quoi faire. Vous voyez, c'était un beau sujet, je ne pouvais pas partir. Donc, je suis venue après visiter votre exposition. Effectivement, c'est quelque chose de très fort. On ne peut pas rester insensible devant votre peinture et elle nous interpelle. Et moi, la question que je me suis posée, lorsque j'ai bien visité, lorsque j'ai regardé tous ces personnages, c'est d'abord, mais vous l'avez expliqué, hein, le contraste entre les hommes qui se battent et puis tout ce qui continue à vivre. Et c'est vrai que bon, mon âge fait que j'ai connu, j'étais toute petite, mais j'en ai un grand souvenir, la dernière guerre, l'horrible guerre de 40. Et c'est vrai que les gens continuent à vivre. C'était comme ça parce que la vie ne peut pas s'arrêter, elle continue. Et je me suis posé la question, est-ce qu'elle peint toujours ce type ce sujet-là? Est-ce que c'est uniquement son inspiration profonde et unique? Voilà. Oui, c'est vrai, c'est ce que disait Jean-Yves, c'est une obsession. Je sais pas, hein, mais je ne me vois pour l'instant pas peindre autre chose. Ça fait quand même 4 ans, les thèmes de la violence étaient déjà très présents et de l'ornement étaient déjà très présents dans mon travail avant. Mais je ne pourrais pas quitter ce sujet. En tout cas, pour l'année qui vient, on ne peut jamais savoir. Mais là, pour le moment, ça me paraît impossible de quitter ce sujet. Totalement impossible. Je ne suis pas comme Jean-Yves qui, lui, est parti dans un projet où il dit qu'il travaillera sur l'encyclopédie d'Heidegger jusqu'à la fin de sa vie. Je trouve ça admirable. Ça m'impressionne beaucoup. Je ne sais pas si je suis capable de ça, mais c'est ce que j'aimerais faire, en tout cas. Mais je ne le décide pas, hein, c'est pas décidé, ça s'empare de moi. Voilà. C'est votre motivation. Tout à fait. Merci de votre question et merci pour cette exposition. Merci, au revoir. Eh bien, moi j'ai une question également. Il y a actuellement deux notions qui sont en train un petit peu d'être mises en question. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, dans cette interaction des femmes avec la guerre. D'une part, il y a la thèse qui commence à être controversée de la guerre comme, disons, élément libérateur de la femme. Hein. On pense à la dernière guerre et à toutes les guerres en général. Quand les hommes s'en vont, ce sont les femmes qui prennent le relais, donc les femmes dans les usines, les femmes dans les champs. Cette thèse, qui n'est pas nouvelle, commence à être controversée. Et d'autre part, on assiste également à une notion qui revient en force, on le voit dans le cinéma par exemple, de l'idée de la femme comme élément pacificateur. Et pas une idée nouvelle, mais je trouve qu'elle prend actuellement un peu plus de force. Est-ce que vous trouvez cela paradoxal ou au contraire, est-ce que ça correspond à une évolution effectivement de la société et de la place de la femme ? Là, comme finalement, c'est une question presque sociétale. Et c'est vrai que moi, comme je suis dans le domaine, on va dire, curieusement, dans un domaine qui est très politique, la guerre, mais pour moi, c'est un domaine intime et presque érotique. Donc, j'ai du mal à répondre à cette question. Donc, franchement, je vais laisser Jean-Yves répondre. Oui, c'est un point de vue sociologique que je maîtrise moins, comme Anne. Mais... oui, la femme comme élément pacificateur dans... Ça, je sais pas. Moi,
je me permets aussi de citer un élément de ma biographie personnelle, enfin personnelle en tout cas familiale, et c'est quelque chose qu'on m'a raconté très tard. L'un de mes oncles du côté de ma mère devait aller en Algérie et il ne désirait pas s'y rendre, et c'est sa mère, donc ma grand-mère maternelle, qui a demandé à son fils, lui à genoux, en larmes, de partir faire la guerre. C'est pas son père, c'est pas l'homme, c'est la mère qui a armé son fils en soldat en lui montrant les décorations de son père à elle, mort pendant la bataille de la Somme, en disant « Mon fils, tu pars en mémoire de ton père, de ton grand-père, et tu partiras faire la guerre. » Donc oui, je sais pas, après, toutes les familles ont des histoires particulières, toutes les familles ont des histoires avec la guerre, évidemment. Mais je sais pas, il est très compliqué de définir, je crois, ce que serait le rôle spécifique de la femme dans la guerre et de l'homme. Et pour aller répondre un peu plus à Yannick, c'est vrai que ma peinture est la peinture de quelqu'un qui n'a pas vraiment d'avis. Parce que le bien et le mal se mélangent, le beau et le laid. Et c'est vraiment le regard de quelqu'un qui dit ben, « je regarde, mais en fait, je ne sais pas trop ». Voilà. Donc j'ai du mal à répondre à ce type de questions. Voilà. Mais la femme qui attend en brodant et cousant pendant que son mari fait la guerre, il y a de plus en plus de femmes dans les armées, il y en a de plus en plus dans la police. Chaque fois qu'on va passer une voiture de flic, il y a au moins une femme dedans et tout. Et par exemple, les photos de la prison d'Abu Ghraib avec cette militaire américaine, là, donc, elle aurait sa place dans la toile de Jouy. Pour moi, non. Parce que ce que je disais à un moment, c'est que plus que la guerre encore, ce qui m'intéresse, c'est les hommes dans une position de force et de faiblesse partagée. Mais donc là, finalement, c'est une femme qui prend une position d'homme. Donc. Oui, tout à fait. Mais en l'occurrence, celle-là, elle ne m'intéresse pas trop. Mais il y en a d'autres, sûrement. Bien évidemment. Mais je reconnais que c'est fascinant, mais ce n'est pas mon sujet, finalement. Voilà. Oui, alors tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez commencé par peindre sur des toiles de Jouy, de véritables toiles de Jouy. Est-ce que vous pourriez expliquer peut-être la différence entre ce premier travail et puis celui-ci, où vous reprenez en fait des éléments, mais en les retravaillant vous-même et où là, il y a plutôt en fait aussi l'abandon du motif et de la répétition qui est très présent dans la toile de Jouy, effectivement. Et qui participe beaucoup du décoratif. Oui, tout à fait. Comment êtes-vous passé de ça à ça? C'est vrai que je suis peintre où vraiment la matière est quelque chose de très... Même si la figure est très importante, la représentation, souvent on oppose les peintres, on va dire, abstraits, qui sont dans une recherche de matière, et puis les peintres figuratifs qui ont une peinture plus lisse, plus... je suis quelqu'un pour qui la matière et les successions de couches est très importante. Et c'est vrai que dans le travail vraiment sur une toile de Jouy brute, j'étais frustrée du côté, parce qu'il y a un côté très artisanal dans la peinture, qui peut avoir un côté ennuyeux. Mais pour moi, le fait de faire les choses et que c'est Hockney qui parlait de ça, il opposait la photo et la peinture. Et il disait, la peinture, les gens sentent la main de quelqu'un qui a passé un certain temps à étaler de la couleur sur une toile. Une photo, c'est juste un instant. Donc la toile de Jouy, c'était juste un instant. Voilà. Donc il fallait que je passe à sa réalisation réelle et puis à sa déformation aussi. Puisque c'est des sujets agaçants, toutes ces petites princesses, toutes ces petites bergères. On se dit non mais c'est pas possible, il va falloir que ça explose tout ça. Je veux dire quand même quelques mots parce que tu vas démentir. Comme j'ai cité plusieurs fois, je veux juste vous assurer que Anne n'est pas du tout un geek de guerre. On n'a pas des Kalachnikov chez nous, on n'a pas de lance-roquettes. Dans ce point, c'est très bien. Mais pour dire aussi quelques mots sur vos soucis en fait de voodoo et de gens qui parlent de guerre, qu'ils n'ont pas vécu. Je pense que pour moi, c'est évidemment, oui, il faut parler de guerre. Tout le monde peut parler de guerre. Les enfants peuvent parler de guerre. Et il faut, parce que je pense pour les gens comme moi, comme les gens aussi qui ont vécu la guerre,
ce qui est pire, c'est de basculer dans l'oubli. Et je pense que toutes les actions, tout le travail artistique est bienvenu. Et justement, on peut parler de guerre à différentes façons, à travers de la peinture, de cinéma. J'ai participé dans un film, j'ai fait décor pour un film qui s'appelle No Man's Land, qui est un film d'un Bosniaque. On a gagné beaucoup de prix. Après, il a gagné Oscar aussi pour le meilleur film étranger en 2000. Et ce film, en fait, pendant ce film, je l'ai vu dizaines de fois, après avec mes amis, avec différents publics. Et en fait, les gens, ils rigolent tout le temps. Et finalement, mais j'ai regardé souvent la façon comment ils rigolent. Ils se cachent comme ça pour rigoler, parce qu'ils disent, mais c'est pas possible, c'est terrible, c'est le film de Bosnie, c'est la guerre, le cinéaste est là, les gens qui ont vécu la guerre sont là, et tout le monde rigole. Et finalement, bon, la fin est assez dure, mais finalement, en fait, ils ont compris que, et nous, on a expliqué à la fin que 80% de dialogue dans ce film, c'est des blagues entre nous pendant la guerre. Parce que cinéaste, moi et d'autres gens, on a vécu la guerre, on a fait un petit film qui a finalement gagné tout ce qu'il a gagné. Mais finalement, le dialogue, c'est nos dialogues pendant la guerre. Et si aujourd'hui, je me trouve avec ce cinéaste qui s'appelle Dani Stanovic, qui vit aujourd'hui à Sarajevo, et d'autres amis, si on parle de guerre, on rigole. Et souvent, devant les étrangers, devant les Français, ils disent, mais ils sont pétés les plombs, ou les pauvres gens, parce que c'est pas normal. Et au final, oui, finalement, je pense qu'on a gardé l'image drôle, même si moi-même j'ai perdu mon père, on a perdu beaucoup d'amis, mais il y a quelque chose, je pense, dans chacun de nous. C'est pas les super bosniaques ou je ne sais pas qui. Chacun de nous a cet côté animal qui se réveille d'un seul coup et qui résiste à tout ça. Et voilà, au final, on se retrouve ici aujourd'hui à Maison Lafitte, parler de guerre, et ça me fait vraiment chaud au cœur, et je suis très très fier de Dan et de tout ce travail ici, quoi. Et spécialement, quand je me balade dans la rue, je vois l'affiche Tindrich partout, et ça, c'est quand même un grand truc. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui souhaitent s'exprimer? Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce débat. Je remercie Anne Sanric et Jean-Yves Joannet. Merci à tous et merci à Anne surtout. Merci beaucoup à tous et à Jean-Yves. Merci d'être venus, vraiment, nous avoir écoutés.